Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, surtout au vu de l'accueil tonitruant que vous avez réservé à la dernière vidéo. Donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont regardé et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Session de rattrapage en signé. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de guerre. Mais pas de la guerre du Vietnam, des guerres mondiales ou de la guerre du Golfe, mais de 5 conflits qui sont trop peu connus à mon goût. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Commençons par parler de la guerre la plus ancienne de la vidéo, qui a eu lieu en Israël/Palestine. Donc pour rappel, tout commentaire haineux concernant quelconque communauté sera supprimé. Quand on pense guerre en Judée, on pense tout de suite aux croisades, la guerre sainte pour récupérer Jérusalem, dont la première a eu lieu entre 1095 et 1099. Mais en fait, ça se battait déjà au même endroit un millénaire auparavant, ce que l'on appelle la première guerre judéo-romaine. Cette guerre durera de 66 à 73 et opposera la communauté juive de Judée à l'Empire romain de Néron. En fait, ce conflit est aussi appelé la Grande Révolte juive, car la Judée était indépendante avant de tomber sous contrôle romain lors de la conquête de la Syrie par Pompée entre -64 et -63. Et depuis, il y a pas mal de tensions dans la population, jusqu'à que tout explose en 66. Le procurateur romain Gestus Florus est vivement critiqué, car des juifs se font tuer par des non-croyants et il n'en a rien à faire, et aussi parce qu'ils pillent tranquille les trésors du temple de Jérusalem. Donc, émeute, révolte, les troupes romaines sont dépassées et la communauté juive prend le pouvoir et veut l'indépendance de l'État juif. Et là, plot twist, la guerre judéo-romaine tourne à la guerre civile entre juifs modérés, qui sont au pouvoir, et juifs un peu plus virulents, qui craignent de devenir un faux État. Mais dans le même temps, les Romains, ils n'ont pas abandonné eux. Néron envoie quelques légions commandées par Vespasien, qui récupère une partie du territoire, mais Néron meurt, Vespasien rentre à Rome et le remplace, et envoie son fils Titus finir le travail. Avec 4 légions, il arrive en mars 70 devant les portes de Jérusalem, où sont retranchés des dissidents. C'est comme ça que débute le siège de Jérusalem, qui durera 4 mois. Alors forcément, les Romains, ils l'ont un peu mauvaise d'avoir été dérangés par les Juifs. Donc ils décident de brûler le temple de Jérusalem, de piller la ville, avant de la raser presque intégralement, afin de faire passer un petit message aux quelques dissidents encore présents en Judée. La dernière place forte juive tombe à Masada en 73, ce qui signifie la fin de la première guerre judéo-romaine. Les Juifs vont, après cette guerre, être réprimés, impôts spécifiques, ainsi qu'une plus grande surveillance de la part de Rome. Et en fait, cette guerre est très importante théologiquement, car la destruction du temple de Jérusalem ainsi que de la ville est toujours commémorée aujourd'hui avec le jeûne du 9 avril et le mur des lamentations qui a un souvenir de la destruction de la ville par Titus. Et d'ailleurs, vous devez vous poser la question, non, il n'y a jamais eu de deuxième guerre judéo-romaine, juste quelques révoltes comme celle de Bar Korba entre 132 et 135 après notre ère. En tout cas, c'est une guerre trop peu connue et pourtant très importante pour toute une communauté. Continuons avec un conflit très peu connu et au nom énigmatique, la guerre du nitrate, qui est aussi appelée guerre du salpêtre ou guerre du Pacifique. C'est un conflit qui opposera entre 1879 et 1884 le Chili contre le Pérou et la Bolivie. Ce conflit commence car de nombreux investisseurs chiliens travaillaient en Bolivie voisine, qui à l'époque avait une façade maritime. Mais les Boliviens veulent taxer les investisseurs chiliens, donc le gouvernement s'en mêle, et puis ça les arrange de taper sur la Bolivie, donc ils y vont. Mais pourquoi ça les arrange? Car le nord du désert de l'Atacama est rempli de gisements de salpêtre, aussi appelé nitrate de potassium, permettant de faire des explosifs, ainsi que du guano. Puis aussi l'objectif est d'éviter la création de la Confédération péruvio-bolivienne, les deux pays étant très proches. D'ailleurs le Pérou rentrera aussi en guerre contre le Chili, car le pays a un traité de défense avec la Bolivie. Et bon, le Pérou est un peu tombé dans un traquenard. La Bolivie n'était pas du tout prête et ne possède même pas de marine, face à des Chiliens bien équipés et qui font qu'une bouchée d'œufs. Le Pérou se retrouve donc vite fait seul face aux Chiliens, qui rentreront dans Lima en 1881. Mais les généraux péruviens refusent d'abandonner et donc on est à deux doigts de voir le même scénario qu'à Jérusalem, puisque Lima allait être mis à feu et à sang. Cependant, un homme sauvera la ville du pillage et de la destruction, le français Abel Bergas du Petit Thouars, qui revenait des îles Marquises et qui s'arrêta pendant le siège et qui dit au Chili que s'il rase la ville, il montera une armée internationale pour détruire la marine chilienne. Du Petit Thouars est souvent appelé le sauveur de Lima. Ce conflit se termine en 1883 et a toujours un impact sur les cartes que vous voyez aujourd'hui. Voici la situation dans le coin, avant avec la Bolivie qui avait un accès à la mer, et voici la situation aujourd'hui. Le Chili ayant récupéré 200 000 km², dont 125 000 appartenant anciennement à la Bolivie. Ce conflit tua au total près de 10 000 personnes. Vous savez maintenant pourquoi la Bolivie est enclavée en Amérique du Sud.
Continuons en parlant d'un conflit qui n'a tué personne, la guerre du lait. Ça vous est peut-être familier vu que j'en ai parlé dans ma vidéo sur la Biélorussie, qui date déjà un petit peu. Et ici, vu qu'il n'y a pas de mort, c'est juste un conflit économique entre la Biélorussie et la Russie. Il existe depuis 1997 une union entre les deux pays, qui permettrait sûrement dans un futur proche d'annexer la Biélorussie vu que le pays est hyper dépendant des Russes. Et en 2009, Loukachenko, qu'on a déjà vu dans plein de vidéos sur la chaîne, demande un prêt aux Russes au nom de leur alliance. Poutine dit ok, mais seulement s'ils passent au rouble russe et s'ils reconnaissent l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Sentant le vent tourner, Loukachenko y ferme la porte et promet à la Russie un conflit comme en Tchétchénie s'ils veulent les annexer. Mais quel est le rapport avec le lait ici? C'est juste que quand Poutine est acculé, il utilise sa botte secrète, l'embargo. Les produits laitiers biélorusses sont considérés comme dangereux et interdits à la vente en Russie, ce qui cause pas mal de tort aux fermiers biélorusses. Finalement, 2 mois plus tard, l'embargo se termine car les Biélorusses ont soi-disant modifié leur façon de faire du lait et ils reprirent leur coopération, surtout militaire. Comme vous le savez aujourd'hui, Loukachenko et Poutine sont proches, ce qui lui permet de rester au pouvoir dans une Biélorussie en pleine révolution. On en avait parlé il y a un petit moment sur la chaîne. Mais si les contentieux avaient continué de plus belle, les autorités sanitaires russes auraient sûrement retrouvé quelque chose de toxique dans les produits laitiers biélorusses, histoire de reprendre cette fameuse guerre du lait. Poursuivons en parlant de guerres hyper importantes juste avant la Première Guerre mondiale, les guerres balkaniques. Alors aucun rapport avec les Balkany, puisqu'ici on est dans les Balkans, dans les années 1910. À l'époque, comme vous le savez sûrement, l'Empire ottoman possédait toute cette zone qui était appelée la Turquie d'Europe. Mais au cours du 19e siècle, de nombreux pays sont sortis du giron ottoman. La Serbie en 1817, la Grèce en 1821 ou encore la Roumanie en 1859. L'Empire ottoman est de plus en plus faible, donc lors du congrès de Berlin en 1878, les Occidentaux tentent de le maintenir à flot car il était hyper dépendant des Occidentaux et ça permet d'éviter d'avoir une Russie ou une Grèce hyper puissante dans le coin. De plus, pour éviter ça, ils vont jouer sur le fait qu'il y a beaucoup d'ethnies différentes, ce qui crée plein de petites régions rivales au sein de l'Empire ottoman. Comme ça, quand l'Empire tombe, il n'y a pas de superpuissance à la place. On appelle ça la balkanisation. Mais fin 19e, début 20e siècle, ça commence à pas mal chauffer dans la région. Les Austro-Hongrois récupèrent la Bosnie en 1908, donc les pays du coin, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Grèce, s'allient et forment la Ligue balkanique, avec un but simple, taper sur les Ottomans pour agrandir leur territoire et se protéger des Austro-Hongrois. Et donc, en 1912, commence la première guerre balkanique, opposant la Ligue balkanique à l'Empire ottoman, qui se fait écraser car il y a 4 lignes de front et ils viennent de se taper avec l'Italie qui leur a aussi roulé dessus, donnant donc des idées à la Ligue balkanique. Le 19 avril 1913, l'armistice est signé et chacun des membres de la Ligue récupère une partie du territoire ottoman, mais la situation n'est pas réglée. L'Albanie réunifiée demande son indépendance, mais les Serbes veulent leur accès à la mer, et de l'autre côté, la Bulgarie conteste le découpage de la Macédoine, ce qui mènera seulement 2 mois plus tard à la deuxième guerre balkanique, qui opposera la Bulgarie à la Serbie, la Grèce, la Roumanie, qui était neutre depuis le début, et à l'Empire ottoman, qui veut prendre sa revanche. La deuxième guerre durera du 16 juin au 18 juillet 1913 et verra la Bulgarie perdre et concéder une partie de son territoire à la Grèce, à la Serbie, à la Roumanie et à l'Empire ottoman qui récupère la Thrace orientale dont on avait déjà parlé dans un méconnu. Les guerres balkaniques ont été très importantes pour créer tous les pays que nous connaissons aujourd'hui dans les Balkans, et malgré la période yougoslave de réunification, les Balkans restent toujours aujourd'hui une zone de forte tension ethnique, donc le congrès de Berlin de 1878, qui a morcelé les Balkans, a plus que bien fonctionné. On a commencé cette vidéo avec la guerre la plus vieille. Finissons avec un conflit toujours d'actualité aujourd'hui, la guerre du Tigré. Cette guerre prend place dans un pays dont on ne parle pas beaucoup alors que c'est l'un des plus importants d'Afrique, l'Éthiopie, et qui l'oppose aux rebelles de la région du Tigré, dans le nord du pays. En fait, de base, chaque ethnie a une place dans le gouvernement éthiopien, et les Tigréens avaient une place très importante car le premier ministre de 1995 à 2012 était un Tigréen. Pourtant, il ne représente que 6% de la population du pays. Mais en 2018, tout change. Le nouveau président Abiy Ahmed souhaite plus centraliser le pouvoir et faire la paix avec l'Érythrée, ce qui lui permettra d'avoir un prix Nobel de la paix en 2019. Les Tigréens se sentent marginalisés, refusent de rejoindre Abiy Ahmed et son parti avant d'attaquer des militaires éthiopiens le 4 novembre 2020. Le plus gros de l'armée éthiopienne se trouve à ce moment-là au Tigré, car la région est frontalière avec l'Érythrée, avec qui le pays a été en guerre pendant de très nombreuses années. Donc le Front de libération du peuple du Tigré s'empare des stocks d'armes et de nombreux militaires désertent pour rejoindre les milices tigréennes.
tigréenne. Abiy Ahmed déclare l'état d'urgence et commence à vouloir reprendre la région, ce qui se fera au fur et à mesure des jours. Les rebelles se vengeant en massacrant 600 civils de l'ethnie Amaras dans le village de Maïkadra dans la nuit du 9 au 10 novembre, et aussi en attaquant l'Érythrée voisine, les considérant comme des alliés du gouvernement éthiopien, afin de bien foutre le bordel. Le 29 novembre, l'armée éthiopienne récupère la capitale régionale, Mekele. Cependant, le FLPT n'abandonne pas et se retranche hors des principales villes. Là, les autres pays du monde commencent à s'intéresser un peu à ce qui se passe. Certains pays et ONG parlent de nettoyage ethnique au Tigré, perpétré par l'armée éthiopienne, mais aussi par l'armée érythréenne, qui est venue tuer quelques civils en représailles. Cependant, comme on l'a vu, les rebelles tigréens sont pas très commodes non plus. Et donc aujourd'hui, ce conflit est un véritable cul-de-sac. Il y a des cessez-le-feu non respectés, le FLPT a récupéré les principales villes de la région, et une autre faction ethnique, l'armée de libération Oromo, contrôle une partie du territoire éthiopien. Une guerre en temps de Covid a donc toujours bien lieu en Éthiopie, et ça risque de rester comme ça pendant encore de très nombreuses années. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo sur 5 conflits méconnus. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo, la partager et venir me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not with it all.